Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, c'est la revue photo du mois d'avril 2023. Alors en effet, c'est le premier épisode de la revue photo du mois d'avril 2023. Au total, on a 7 images ce mois-ci et donc du coup, on va avoir 7 épisodes individuels. Tu connais le principe, en fin de compte, les membres des classes argent et or de la Photo Avenue peuvent m'envoyer des photos chaque mois pour une revue privée, jusqu'à 2 photos par mois, et ils peuvent soumettre une photo pour la revue publique. C'est la revue que j'enregistre ici pour toi sur YouTube. Alors, comme d'habitude, je vais lire la description que m'a faite l'auteur. Généralement, il y a des explications sur comment il ou elle a capturé cette scène, les différentes difficultés qu'il a pu rencontrer ou elle a rencontrées pendant la prise de vue ou bien au développement. Et s'il y a des questions très spécifiques, j'essaie d'y répondre. Dans les cas où je peux illustrer mes propos en modifiant la photo, principalement en restant dans Lightroom, eh bien j'essaie de le faire afin que ce soit un petit peu plus explicite en soi. Allez, c'est parti. Là, on va partir pour la Suisse avec Jean-Jacques pour cette photo. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Jean-Jacques? Bonjour, voici une vue prise depuis Schneegeplatte dans l'Oberland bernois en Suisse. J'aime bien le jeu d'ombre et lumière qui joue avec le relief. Je suis preneur de conseils pour l'améliorer. Alors, ça a été pris avec le R5, le Sigma 24-105 à 57 mm, ISO 100, f22, 1/80 de seconde. Alors c'est toujours intéressant de mettre les exifs pour cette revue photo. Pourquoi? Parce que des fois ça peut expliquer le résultat que l'on obtient. Ça m'aide aussi à comprendre un peu le niveau de la personne quand cette personne est nouvelle sur la Photo Avenue. Et puis des fois, eh bien, dans le cas présent, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui attire mon regard? Eh bien, le f22. Alors le f22, on pourrait dire, mais pourquoi il a fermé autant? Il y a 2 raisons à ça. Soit c'est parce qu'il souhaite avoir la plus grande profondeur de champ, soit c'est parce qu'il essaie de réduire cette luminosité ambiante qui est importante. Et certes, on voit que la luminosité ambiante était importante ce jour-là. Cela dit, quand on regarde le temps à 1/80, on se dit de toute façon, s'il voulait vraiment réduire la luminosité, il aurait fait une exposition plus rapide. Et donc, c'est pas pour ces raisons-là qu'il a fait f22. Donc, j'en déduis que tu as choisi, Jean-Jacques, de faire f22 pour avoir une certaine profondeur de champ. Alors, c'est vrai que là, on n'est pas sur un grand angle, hein, 57 mm sur un R5 qui est un plein format, c'est plus un angle standard qu'un grand angle. Et donc, du coup, c'est vrai que la profondeur de champ, tu vas peut-être pas avoir la plus grande profondeur de champ. Cela dit, les choses sont assez éloignées de toi, ce qui sous-entend qu'on ne s'attend pas à avoir énormément de netteté non plus au plus loin sur les falaises. D'autant plus que la luminosité que l'on a ce jour-là, dans les montagnes, on a toujours ce voile atmosphérique. Donc ça, tu auras beau avoir la meilleure netteté du monde, avec ce voile atmosphérique, tu perds tout. Donc, le f22, je te le recommande absolument pas. Le f22, c'est le paradoxe du diaphragme. Alors, on ferme le diaphragme pour augmenter la profondeur de champ, pour gagner en netteté, et en fin de compte, en faisant ça, en fermant trop, eh bien, on a le phénomène de diffraction et on se retrouve avec des images beaucoup trop douces. D'où l'intérêt de bien connaître son matériel, de faire des tests et de voir à quel point fermer son objectif, que ce soit f16, peut-être déjà f11, f16, f22, quelle est la limite à partir de laquelle la diffraction est très présente et donc il faut éviter de faire des photos. Alors c'est vrai, petit aparté, que quand je parle d'exif comme ça, dans la vie réelle de photographe professionnel, la recherche de la prise de vue idéale d'un point de vue exif, elle n'existe pas vraiment. Et c'est un peu l'ironie en fin de compte. Parce que qui dit professionnel, ça veut dire une certaine expérience avec le matériel. Et donc du coup une certaine capacité à faire des photos, à réfléchir correctement et à choisir des expositions correctes. Voilà, à prendre les bonnes décisions. Et donc, du coup, on pourrait s'attendre qu'avec un appareil qui est de moins bonne qualité, on va pouvoir en tirer le plus. Et c'est vrai qu'on va en tirer le plus que par rapport à quelqu'un qui débute.
Et pourtant, de par nos besoins de professionnels, on est obligé d'avoir du matériel quand même assez de bonne qualité, de haut de gamme. Et l'ironie, c'est que ce matériel-là va nous permettre justement une latitude assez importante en ce qui concerne la qualité des paramètres des exifs que l'on va avoir. Donc si on est surexposé, si on est sous-exposé, eh bien, en fin de compte, ces appareils-là, tels que le R5, mais pareil pour du côté chez Nikon et Sony, eh bien, on va avoir la capacité de récupérer toute cette information-là. Donc, on a beaucoup moins, on a plus droit à l'erreur. C'est l'ironie de ce matériel-là. On peut se permettre de l'acheter parce qu'on a des revenus en tant que professionnel et en même temps, ce matériel-là nous permet de faire des erreurs. Pourquoi, justement, on va faire des erreurs? Parce que ce qui prime, ce n'est pas d'avoir l'exposition parfaite d'un point de vue exif, mais d'avoir cette exposition au bon moment, à la bonne composition, etc. C'est là que ça prime. Voilà, c'était un petit aparté comme ça en glissant. Et par exemple, quand je fais un mariage, eh bien, j'avoue que je ne recherche pas à avoir la valeur d'ISO la plus basse. La majorité de mes photos, au minimum, je vais être à ISO 800 par exemple. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir une vitesse à 1/250e ou à 1/500e et je suis sûr au moins de bien figer mes sujets. Et que si c'est ISO 800, si c'est ISO 1600, si c'est ISO 3200 ou 6400, je m'en fous, je peux le gérer de toute façon. L'appareil peut le gérer et puis je peux le gérer en post-traitement. Donc on n'est pas à la recherche des paramètres idéaux. Mais là, j'en profite parce que Jean-Jacques n'est pas dans ce scénario-là et ça amène quand même à se poser une question, pourquoi le F22 voilà. Donc Jean-Jacques, mets-moi la réponse. Pourquoi le F22? Est-ce que c'est simplement parce que tu ne sais pas ou tu as voulu avoir une profondeur de champ? Bref. Qu'est-ce que j'en pense, moi, de cette photo? Eh bien, le lieu est intéressant. Le lieu montagnard, qui dit Suisse, dit forcément, on pense à la montagne. Ces formes de roches sont très intéressantes. Et donc, je pense que c'est un lieu à potentiel. Mais pourquoi on fait de la photo? Les raisons peuvent être multiples. Pour certains, ça va être de figer l'instant présent, d'avoir un souvenir d'un moment, d'une balade, d'un voyage que l'on a fait. C'est là qu'on va, en fin de compte, avoir le souvenir, on veut capturer le souvenir d'émotions qu'on a pu avoir à ce moment-là. Et donc, du coup, la recherche de la photo qui aurait une valeur narrative hors contexte de l'explication pourquoi on se trouve à ce moment-là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. D'autres personnes, eh bien, comme moi, en fin de compte, font très peu de photos ou souvenirs et recherchent plus l'aspect artistique, en fin de compte, d'une scène, etc. et va travailler sur la scène. Et à ce moment-là, ça m'arrive de faire des photos de découverte du terrain, voilà, de souvenirs en quelque sorte, mais de souvenirs en se disant, tiens, quel est le potentiel? Voilà, et ces photos-là, on va terminer dans un répertoire potentiel que je voyage de temps en temps pour me dire, tiens, là, j'aimerais bien faire une photo, qu'est-ce qui me manque? Je regarde dans ce répertoire, là, je dis, ah tiens, oui, il y avait cet endroit-là, eh bien, allons-y. Voilà, donc ça peut être comme ça. Quand je vois cette scène-là, eh bien, j'imagine peut-être que tu es en vacances, peut-être que tu n'es pas tout seul. Et donc, tu n'as pas forcément tout le temps de s'y trouver la meilleure composition. Peut-être que comme tu es en vacances, eh bien, tu subis cette météo. Cette météo qui est très agréable quand on va marcher dans la montagne, etc. C'est très agréable, certes. Cela dit, pour la photo, c'est absolument atroce. Voilà. Ce qui explique où j'en vais avec tout ça. Le lieu a du potentiel, certes. La composition telle qu'elle est là, je trouve qu'elle n'est pas ultime. Elle n'est pas optimum. Pourquoi? Parce que si on éteint un petit peu la lumière et qu'on regarde ici, par exemple, ça m'embête que ce pic derrière ressort. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je serais descendu un petit peu. Ensuite, on a le même problème ici, là, cette crête derrière. J'en avais pas besoin, on n'a pas besoin de la connaître ici. Donc si je descends, je la verrai plus, tu vois. Et on évite justement des superpositions comme ça qui sont un peu embêtantes. On a tout ce mastodonte ici qui est assez intéressant par lui-même, on n'a pas besoin d'en rajouter derrière. Ça, c'est d'un point de vue de composition. Ensuite, tu nous parles d'effets de lumière, etc. Absolument, je suis d'accord avec toi. J'adore, c'est pour ça que j'habite en Écosse. Cette lumière directionnelle, très, très sporadique, etc. J'adore ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas cette lumière-là, en réalité, ou du moins, on ne peut pas avoir de résultats intéressants
quand on est dans des conditions dans lesquelles tu te trouves là. C'est-à-dire avoir un ciel bleu avec quelques nuages qui se déplacent plus ou moins vite et avoir une lumière qui est quand même assez omniprésente et du coup nous crée ce voile atmosphérique que l'on a là. À la place de ça, je t'invite à aller voir justement, je ne sais pas si toi, et puis toi qui n'es pas Jean-Jacques et qui regarde cette vidéo, si tu me suis sur Instagram, non pas sur l'Instagram de la Photo Avenue, non pas l'Instagram de Tom Migo Photographie où je fais du portrait du mariage, non, Instagram de Tom Migo Fine Art, je te mets le lien là qui s'affiche. Tous les jours de la semaine, là, j'ai posté une photo de la vallée de la Clarée. Il y a une raison pour laquelle je poste ça. La raison sera, le mystère sera déverrouillé, révélé à la fin de cette semaine. Voilà. Mais bref, pourquoi je te parle de ça? Eh bien, parce que dans ces scènes-là que j'ai photographiées, on a un ciel extrêmement chargé et on a une lumière justement qui vient éclairer certains endroits de la photo. C'est le travail que je fais également en Écosse, une lumière très particulière. J'ai eu l'occasion de le faire une fois à Osso, une fois, et ceux qui étaient avec moi, ils s'en souviennent, parce que la veille, c'était que de la pluie, mais c'était le prix à payer pour avoir ce que l'on a eu le lendemain. Un ciel extrêmement chargé et les nuages bloque tout et il y a juste une petite trouée et c'est là que la lumière passe. Là, tu as ces jeux d'ombre et lumière. Là, dans ce que tu as ici aujourd'hui, dans cette scène-là, tu vas pas y arriver parce que ça souffre, tu souffres trop du voile, trop de lumière par-ci par-là. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, est-ce qu'on peut améliorer les choses? Pas tant que ça, honnêtement. De toute façon, si cette photo a une valeur de souvenir de vacances, etc., à la limite, c'est pas grave, tu t'en fous de la composition en soi. Elle remplit déjà son contrat en te rappelant ce que tu as vu là. Si en revanche, elle est là pour te dire, tiens, j'ai envie d'y retourner, etc., à ce moment-là, prends les points que je viens de te dire. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Déjà, je trouve qu'il y a trop de ciel en haut. Pourquoi trop de ciel? Parce que tu t'aperçois que c'est une forme assez arrondie, tout ça. Donc, si tu veux donner de l'importance, tu es déjà élevé par ton point de vue. Si tu baisses le ciel, l'avantage, c'est que tu vas redonner un petit peu plus d'envergure à la montagne ici. Ensuite, après, bon, il y avait cette superposition-là. On ne peut pas vraiment le faire dans Lightroom. Je suis allé dans Photoshop, tu vas voir, pour essayer de te montrer mon propos. Ensuite, les couleurs qui sont assez... qui font assez mal aux yeux, je dirais. Hein. C'est un orange ici sur l'herbe ici qui devrait pas y avoir. Le vert est un peu bizarre, etc. Donc voilà, les couleurs sont vraiment pas géniales. On peut pas faire des miracles non plus. Après, il faudrait déboucher certaines ombres, etc. Alors, dans un premier temps, recadrage. Essayer de récupérer du vert, mais bon, je suis limité aussi avec le JPEG. Hein. Voilà, donc ça c'est un premier recadrage par rapport à ce qu'on avait. Voilà, tu vois, hein, rien que le ciel. Et regarde l'ampleur que d'un seul coup cette montagne-là prend. Et ensuite, eh bien, c'était d'essayer de toucher un petit peu la couleur aussi. Hein. En touchant le vert, ça a touché un peu dans le ciel. Et puis s'occuper des crêtes. Voilà ce que ça peut donner. Voilà. Donc bien sûr, j'ai désaturé en haut, c'est pas l'idéal, mais encore une fois, je suis sur le JPEG. Donc voilà, j'espère que ça t'aide, en tout cas, Jean-Jacques. Voilà, je te mets les deux côte à côte. Dis-moi dans un commentaire si tu trouves ça intéressant, mes remarques. Que tu sois Jean-Jacques ou pas d'ailleurs, j'adore lire les commentaires. Et n'oubliez pas, le pouce, ça aide. Le pouce, c'est pas sur la qualité de l'image. Le pouce, c'est par rapport à la vidéo, parce que ça aide avec l'algorithme de YouTube. Voilà, donc jugez pas la vidéo en fonction de la photo qui est soumise par tel ou tel photographe. J'ai tout dit pour ce premier épisode. On attaque le deuxième épisode qui va sortir très prochainement. En attendant, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, fais comme Jean-Jacques. Capture-le. Cheers.